Bien, bonjour à tous, tout le monde est à l'heure pour démarrer ce webinaire. On vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau webinaire donc, organisé par AGS Patrimoine sur la thématique du non-coté. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. On a la chance d'être très bien entouré aujourd'hui puisque donc, on a tous nos partenaires favoris sur le non-coté puisque donc, ça fait l'objet d'une sélection extrêmement drastique chez nous pour arriver enfin à une proposition de valeur que vous allez pouvoir donc, promouvoir et déployer auprès de vos clients. Donc on est entouré aujourd'hui d'ACG Management, de 1, 2, 3 Investment Managers, de Extendem, InnoCap Gestion, InnoXtage, Vatel Capital et Interinvest. Donc vous voyez que du beau monde donc, que l'on va interroger au fil de l'eau avec deux tables rondes. Donc une table ronde plutôt sur les FIP Outre-mer et les FIP Corse et une autre table ronde plutôt sur la FCPI et les FIP. Avant cela, donc, on va faire un petit tour d'horizon du marché du non-coté, donc du capital investissement ou du private equity, sachant qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup. Nous, on investit les trois axes sur le non-coté qui nous intéressent. D'abord, comme une classe d'actifs à part entière, et on y croit très, très fermement. Donc, on pourra déployer des FCPR, des FPCI, mais ça sera l'objet d'une autre intervention. On y croit également sur le private equity dans l'assurance vie. On vient d'intégrer donc deux supports qui nous permettent d'être présents sur ce secteur d'activité. Et enfin, donc, dans le domaine de la défiscalisation, et là, ça va être l'objet de ce webinaire présent. Alors, ce webinaire va se dérouler en trois grandes parties. Première partie, donc, un descriptif du marché que Joachim Peixoto va développer. Deuxième partie, donc, sur l'environnement, les dispositifs qui sont présents, j'allais dire, sur le marché. Donc, on parlera aussi de fiscalité, on parlera des différents véhicules accessibles. Et enfin, et surtout, si j'ose dire, parce que c'est ça l'important, on donnera la parole aux spécialistes, aux experts qui nous donneront leur point de vue et qui nous parleront quand même aussi de leurs offres, évidemment, pour que tout cela fasse sens et que vous ayez donc une vraie offre distincte, disruptive et tout à fait avec beaucoup d'expertise à présenter à vos clients. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Joachim. Merci. Merci Thierry. Donc effectivement, le non-coté, il était une fois le non-coté. Donc avant de démarrer réellement avec nos experts et de rentrer dans le vif du sujet, refaisons un petit peu l'histoire, le non-coté. Vous allez voir qu'on va parler effectivement de non-coté, de capital investissement, de private equity, globalement d'investissement au capital d'entreprises non-cotées et de PME. Alors, c'est vrai que le non-coté est réellement né après la Seconde Guerre mondiale, où effectivement on a eu le venture capital en tant que tel. Depuis effectivement 2007, on a réellement une vraie expansion et développement au niveau du capital et du private equity. Et ce qu'on constate, notamment en 2015, les 20 plus gros fonds d'investissement ont levé, et là on est au niveau mondial, effectivement plus de 332 milliards de dollars, ce qui est relativement énorme, sachant qu'aujourd'hui le private equity et le capital investissement représentent plus de 1000 milliards aujourd'hui de dollars dans le monde. Alors on est effectivement dans le monde, on redescend effectivement d'un cran, on va s'attacher quelques instants au niveau de l'Europe. Donc l'Europe aujourd'hui, on peut dire que le private equity est un peu un marché de niche. Quand on prend quelques chiffres il y a quelques années, notamment par rapport à 2010, il représente à peu près 1% du PIB de l'Union européenne. Et on va approcher très rapidement de la France qui représente le deuxième marché européen. C'est fort et c'est bien de le signaler effectivement, notamment en termes de montant investi entre 2007 et 2012. Alors, il faut signaler effectivement qu'il y a eu une vraie progression, une vraie législation au niveau des années 70 dans le capital investissement. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la France apparaît dans le top 5 aujourd'hui des acteurs mondiaux à la 4e place. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la France. Bien sûr, il y a une forte dynamique aujourd'hui au niveau du capital investissement ces dernières années et on constate, et ce n'est pas effectivement nos partenaires aujourd'hui avec nous dans ce webinaire qui contesteront cette chose. Aujourd'hui, on a au niveau de l'Hexagone levé un record historique en 2007 puisqu'on est à plus de 16,5 milliards d'euros, soit une croissance de 13% par rapport à 2016, ce qui est relativement conséquent et énorme. Et on peut dire aujourd'hui que le capital investissement et le private equity, c'est la deuxième source de financement des entreprises. Alors, on a vu certes, et on ne va pas s'y attarder longuement, mais de nouveaux financements avec le crowdfunding, le financement participatif et autres, mais on a aujourd'hui quand même vraiment un socle réellement avec le capital investissement en France. Quelques chiffres. En 2017, on a plus de 14,3 milliards effectivement d'investissements réalisés. On était en 2013 à 6,5 milliards, donc une réelle progression 2013, 2014, 2015, 2017.
Ce qui est intéressant aussi de constater, c'est, on va dire, cette classe d'actifs. On est réellement dans l'économie réelle. C'est-à-dire que là, on a effectivement derrière un actif tangible. Alors ça peut être de l'hôtellerie, ça peut être de l'immobilier, ça peut être d'autres sous-jacents, nouvelles technologies, santé et autres. Mais on a réellement un actif tangible et une classe d'actifs qui, sur les 10 ans qui viennent de s'écouler, eh bien finalement se comporte plutôt bien par rapport à d'autres classes d'actifs et on pourra effectivement développer ce point. À noter également, et on va le voir juste après, que l'investissement au sein des entreprises eh bien, se fait sur 4 segments: capital innovation, capital transmission, capital développement et capital retournement, qui est un peu plus à la marge, puisque là on parle potentiellement d'investissement dans des entreprises qui seraient globalement un peu en difficulté. Et on va le voir tout de suite avec donc les différentes solutions, comme le disait à l'instant Thierry, au niveau des FIP et des FCPI. Mais attardons-nous quelques instants pour bien comprendre le non-coté en tant que tel. Le non-coté, c'est quoi? Eh bien, c'est une prise de participation majoritaire ou minoritaire au sein des entreprises et à certains stades de vie de ces entreprises. C'est-à-dire qu'on a le capital risque, le capital, on va dire, amorçage, pour donc aider les jeunes entreprises à démarrer, effectivement à développer certaines technologies. On a le capital développement, donc là on est déjà dans des entreprises un peu plus matures, qui sont effectivement en pleine croissance. Le capital transmission et enfin le capital retournement. Donc on a globalement 4 grands segments d'intervention dans le capital investissement. Quand on regarde effectivement au niveau des solutions et du non-coté en France, on se rend compte effectivement, vous l'avez bien compris, qu'on investit au sein d'entreprises, au sein de PME, et il y a quand même effectivement des grandes régions qui se distinguent, notamment la région Île-de-France, avec un taux de 54% effectivement de montants investis sur l'Île-de-France, la région donc Auvergne et Rhône-Alpes, et enfin les Hauts-de-France avec 8% effectivement des montants investis. Donc nombreux secteurs d'activité qui sont balayés par l'ensemble de nos acteurs ici présents et sur le marché français. Alors, les solutions qu'on va voir dans quelques instants avec nos experts et nos partenaires, on va effectivement faire un zoom sur les FIP, donc les fonds d'investissement de proximité, sur les FCPI également, donc les fonds communs de placement dans l'innovation. On verra effectivement leurs particularités. À noter que les FIP ont été créés en 2003 et bien plus anciennement les FCPI depuis la loi de finances de 1997. On aura, comme le disait à l'instant Thierry, une deuxième partie qui sera, on va dire, un peu plus exotique, hein, avec nos partenaires FIP Corse et FIP Outre-mer. Alors les FIP Corse, certes, c'est suite à la loi de finances de 2007, mais le FIP Outre-mer, en tout cas pour aujourd'hui les résidents de métropole, c'est bien plus récent, puisque ça date de janvier 2017. Où ça a été effectivement ouvert. Donc on a aujourd'hui un peu plus d'un an et demi donc, de recul sur cette ouverture au marché qu'on va voir dans quelques instants. Alors, la parole aux experts et à nos partenaires, donc sélectionnés par AGEAS Patrimoine, et on en est effectivement très heureux. Il fait suite à un processus chez nous, chez AGEAS Patrimoine, de sélection. Donc très drastique, puisqu'on va effectivement analyser chaque société de gestion. Donc on a aujourd'hui étudié de nombreuses solutions. Alors elles sont toutes très bien aujourd'hui sur le marché. Après effectivement il fallait faire un choix et on est très heureux de travailler aujourd'hui avec cette société de gestion et de pouvoir proposer effectivement aujourd'hui 8 solutions très diverses, tant au niveau des sous-jacents, au niveau des secteurs, au niveau des produits. On a du FIP Corse, du FIP Outre-mer, on a des FIP et des FCPI qui investissent dans différentes typologies. Et à l'issue de cette sélection, eh bien, on a acté et on a retenu nos partenaires. Donc, sans plus attendre et pouvoir aller plus loin, alors je ne sais pas si on a déjà des questions ou pas, mais... Juste un mot avant de redonner la parole. En effet, sur ce processus de sélection, donc ça nous amène à être vraiment présent sur toutes les catégories, sur le non-coté, et donc ça c'est très important. Et on a voulu à chaque fois donc être présent avec plusieurs offres. Donc c'est la raison pour laquelle on présente aujourd'hui 8 offres auprès de 7 sociétés de gestion. Et cet éclectisme-là, c'est un petit peu notre ADN. On va démarrer tout de suite la table ronde avec les FIP et FCPI. Je t'en prie, Joachim reprend le flambeau. Donc, effectivement, on a le plaisir d'avoir avec nous Jean-David Haas, donc, de Next Stage, donc, à qui je vais laisser la parole, puisqu'on a effectivement retenu
le FCPI Cap 2024, donc avec NextStage. Donc Jean-David, quelques mots sur NextStage et sur notre solution. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier puisque ça fait 8 ans qu'on a la chance de travailler avec AGEAS et depuis 17 ans qu'on a la chance de travailler avec les CGP indépendants. Et donc, c'est une aventure extraordinaire, NextStage, puisque ça fait 17 ans que j'ai fondé cette société avec Grégoire et qu'on la développe, puisqu'en fait, on est passé de 3 millions d'actifs sous gestion en 2002 à plus de 682 millions cette année. Et donc, je tenais à remercier tous les CGP qui nous ont fait confiance depuis 17 ans, puisqu'en fait, aujourd'hui, pour 60%, les encours sont apportés par des indépendants. Ce qui est extraordinaire aussi dans notre aventure, c'est que on fait le plus beau métier du monde, puisqu'en fait, notre métier, c'est quoi? C'est du capital développement. Donc, aider des entrepreneurs dans leur croissance à franchir les pays, parce qu'on fait beaucoup de croissance internationale, racheter leurs concurrents, se développer, innover. Et donc, nous, on est un peu à leur côté pour vraiment franchir ces étapes. Et il y en a plus de 119 maintenant qui ont choisi NextStage. Et ça, c'est quand même le moteur qui est le moteur de notre performance. Ce que j'aimerais dire également, c'est que maintenant, dans l'équipe, on est 32, donc ce n'est pas un one-man show, on n'est pas des gérants stars. On a vraiment une équipe, 14 investisseurs, une équipe qui est très soudée autour de nous, et donc on prend des décisions collégiales. Et ça, c'est vraiment important dans notre... Donc aujourd'hui, si demain, il m'arrive quelque chose, vous avez quand même une très bonne équipe qui prendra la relève, et c'est toujours rassurant pour le sélectionneur, mais aussi pour vos clients. Alors, de quoi on voulait vous parler aujourd'hui? Bien évidemment, pour ceux qui nous connaissent, c'est le 10e FCPI de la gamme Cap qu'on propose, le FCPI Cap 2024. On a déjà collecté 18 millions d'euros sur ce véhicule. Il a déjà fait 17 investissements. On a souhaité en fait le lancer l'année dernière pour avoir finalement bénéficié de l'avantage des lois qui, vous savez, changent souvent dans les FCPI. Et donc, on trouvait que l'ancienne loi était plus favorable que la nouvelle. Et en fait, ce FCPI a une particularité, c'est qu'il a la durée la plus courte du marché. Alors vous allez me dire pourquoi faire un FCPI qui a une durée courte, parce qu'il a une durée de 6 ans. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que beaucoup de vos clients voulaient que les sociétés de gestion s'engagent sur une date à laquelle ils puissent récupérer leur argent. Parce que c'est vraiment important pour eux. L'âge moyen des clients dans cette classe d'actifs, c'est autour de 60 ans. Donc quand ils partent pour 6 ans, quelque part, c'est l'argent de leur retraite et ils en ont vraiment besoin pour pouvoir consommer et pour pouvoir faire des voyages. Et donc, c'est important qu'on s'engage à un moment donné sur une date. Et donc, on s'est creusé la tête, parce que comme vous le savez, quand on investit dans des PME non cotées, ce n'est pas évident de s'engager sur une date. Et on a choisi de créer cette gamme Cap dans une logique d'accompagnement des PME qui sont mal suivies par les marchés financiers, qui sont souvent sur Alternext ou sur Reliste C, et de pouvoir donc, comme elles sont cotées, assurer une date de liquidité pour nos clients et pour vos clients. Donc c'est une gamme qui a déjà fait ses preuves, puisque en fait, c'est le 10e véhicule. Donc on a déjà eu 3 fonds qui ont été liquidés. Les performances sont entre plus 13 et plus 22%. Donc c'est pas extraordinaire, mais c'est régulier. Et je pense que les clients, ils sont aussi à la recherche de performances régulières. Je pense que c'est une des choses qui nous caractérise chez NextStage, c'est notre capacité, malgré les cycles, haut cycle, bas de cycle, d'arriver quand même à liquider nos fonds et à les liquider. Peut-être, Jean-David, une question tout de suite. FCPI et pourquoi des FIP ou plutôt des CPI essentiellement chez NextStage ou... Alors non, on fait les deux. On a 29 fonds, il y en a à peu près moitié-moitié. On a un peu plus de FCPI, mais pourquoi on fait les deux? Parce qu'on veut dédier les FCPI sur ces PME cotées et nos FIP sur des PME non cotées, mais vous avez fait une excellente sélection et donc... c'est notre FCPI qui a été retenu. Donc. Je vais également poser une question, si tu permets, Jean-David. Tu parles de la gamme CAP. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une philosophie qui est la même depuis que cette gamme a été lancée, des thématiques d'investissement qui sont identiques? On n'est pas des as du marketing et quand on fait quelque chose chez NextStage, on aime bien le faire jusqu'au bout. Et c'est vrai que pourquoi la logique de gamme? C'est parce que quand on a une équipe qui marche, quand on a une recette qui marche, pourquoi la changer? Donc c'est vrai qu'on a cette équipe qui gère très bien les PME cotées, dans les hauts de cycle, dans les bas de cycle. C'est vrai que souvent on aime bien lever de l'argent dans les hauts de cycle, ce qui est un peu le cas actuellement, parce qu'on peut effectivement avoir 3 ans après pour l'investir à meilleur compte. Donc on trouve que ce n'est pas une mauvaise période pour mettre en avant cette gamme.
Merci Jean-David. On reviendra très certainement sur d'autres sujets, sur NextStage ou sur le non-coté en général. On va tout de suite passer la main à François Malanti, d'Extendam. Alors là, on a une autre approche puisque on va le voir, on est plutôt positionné sur l'hôtellerie d'affaires, donc une approche un peu différente avec le FIP d'Extend Objectif France. Effectivement, merci beaucoup Joachim. Extend-AM est ravi de faire partie de ce tour de table et d'avoir été sélectionné par AGEAS, partenaire aussi historique du développement de Extend-AM, auprès de vous, CGPI. Pour ceux qui nous connaissent, vous suivez notre croissance au quotidien. Vous voyez que le domaine de l'hôtellerie d'affaires européenne est en train de changer et de se développer et qu'il est accompagné par la société Extend-AM et ses équipes qui sont composées de 30 personnes et dont le capital reste aujourd'hui, il est important de le souligner, totalement indépendant au sein de l'équipe dirigeante. Extend-AM, nous, on fait du capital développement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accompagne des familles hôtelières dans leur développement, dans leur croissance et dans leur volonté aujourd'hui d'aller occuper sur le territoire français et le territoire européen une classe d'actifs qui est l'hôtellerie dans le 2-4 étoiles d'affaires. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'on a un territoire qui est extraordinaire en Europe. Extraordinaire pourquoi? Puisqu'on n'a jamais eu autant d'actifs sur un territoire qui a aussi peu de réserves foncières et cette population active n'a jamais autant voyagé. On le voit très bien, on prend juste l'exemple de Charles de Gaulle et on est en train de construire le terminal numéro 4 qui va accueillir à horizon 2030 plus de 30 millions de voyageurs supplémentaires. Il faut bien les loger, ils en ont besoin. Si on prend l'exemple juste du Grand Paris, il manque 15 000 chambres d'hôtel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ces personnes qui sont là pour de l'ultra court séjour, par exemple dans nos hôtels, c'est 1,2 personnes, alors on ne les divise pas les personnes, hein, c'est juste des statistiques à la virgule, qui sont là pour une nuit. Donc ils arrivent, ils consomment, ils repartent. Aujourd'hui, Extend-AM accompagne ces familles dans leur développement. On a 170 hôtels en portefeuille qui sont principalement situés en France, en Espagne, au Portugal et en Allemagne. On vient d'acheter là actuellement 3 hôtels sous l'enseigne Mercure en Allemagne. En même temps, la France représente pour nous un formidable territoire de développement. On est sur un momentum en France qui est extraordinaire. On va accueillir la Coupe du Monde de rugby en 2023. On va accueillir les JO en 2024. On a un formidable plan de développement du Grand Paris avec la création de nombreuses gares et de nombreux pôles de compétitivité. On parle de Saclay, bien évidemment, où on parle aussi de tout le développement du nord de Paris, que ce part de Saint-Denis jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle. Dans ce momentum qui va nous amener jusqu'à 2030, on va avoir des temps de passage qui sont importants, les JO de 2024. Et dans cette optique-là, on a monté le FIP, Objectif France, qui va être investi sur les territoires d'Île-de-France, de Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, dans principalement l'hôtellerie d'affaires et de tourisme. Alors, pourquoi prendre ce choix? On prend ce choix-là parce qu'il y a des moteurs de performance dans l'hôtellerie d'affaires qui sont très importantes. Bien évidemment, il y a du levier bancaire que l'on fait sur chacune des opérations. Et aussi, il y a du levier opérationnel. Levier opérationnel, c'est quoi? C'est que Extend-AM a vocation à co-investir avec des exploitants hôteliers. Nous sommes financeurs du développement de ces familles hôtelières. Quand on dit financeur, c'est qu'on n'est pas opérateur hôtelier. Donc, dans le tour de table, quand on achète un hôtel, vient à nos côtés l'exploitant hôtelier qui lui aussi met de l'equity et qui s'engage à nos côtés. Et ça nous permet d'avoir des exploitations d'hôtels optimisées et de préparer dès notre entrée dans le capital de ces PME hôtelières notre sortie à travers des pactes d'associés.
Pour vous donner un exemple, le dernier fonds fiscal que l'on a débouclé à la fin de l'année 2017 a fait une performance nette de frais de gestion de 43% pour nos porteurs de parts. Alors toutefois, une question, François, malgré tout, on est sur l'hôtellerie aujourd'hui. On a vu qu'il y a différentes crises. Enfin, on a vu par le passé, guerre du Golfe, 11 septembre, etc. Donc l'hôtellerie, même en France, on a vu effectivement que c'est un marché qui est en plus concurrencé et ouvert avec Airbnb et autres. Aujourd'hui, comment un FIP comme Exandam Objectif France, comment sur la durée, moyen ou long terme, parce que c'est un investissement quand même sur du long terme, va passer peut-être, enfin, on ne préjuge pas du futur, mais ces aléas, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas effectivement un marché quand même tendu malgré tout, quand on voit un peu le stress aujourd'hui? Merci de la question, on nous la pose tout le temps. Donc, et c'est encore le cas. Déjà, premièrement, on travaille sur de l'hôtellerie d'affaires, première chose. Donc c'est une classe d'actifs qui est très résiliente. On l'a vu avec les événements qui se sont passés il y a assez peu de temps. On regarde, nous, en tant qu'hôteliers, bien évidemment, le taux d'occupation des hôtels et le prix moyen de la chambre. Et on voit très bien que même s'il y a des événements macroéconomiques, l'exploitation des hôtels continue à être très bonne, même dans des périodes de soubresauts telles qu'on a connues il y a peu de temps. Et en même temps, on parle de Airbnb. C'est très bien Airbnb. C'est très bien. Il ne faut pas l'oublier que la dernière évolution qu'il y avait eu dans les hôtels, c'était l'écran plat. Et avant, c'était la climatisation. Donc autant dire que les hôteliers, avec l'arrivée de Airbnb, ils ont été obligés de se réinventer. Vous allez voir aujourd'hui, quand on se déplace tous dans l'hôtellerie d'affaires, à l'époque c'était une punition d'y aller, une vraie punition. Et aujourd'hui, on va consommer dans des hôtels. On va aller dans les lobbies, là où il y a la réception, et on va trouver de quoi consommer quelque chose de différent. Donc aujourd'hui, les hôtels s'ouvrent vers l'extérieur, se réinventent, et on consomme de l'hôtellerie comme on peut consommer un bien naturel de consommation. J'ai une question également. Tu parlais de l'attraction, du pôle d'attraction que représentait Paris, ou le Grand Paris, donc avec les JO, le Grand Paris en tant que tel et la Coupe du Monde de rugby. Ça sera quoi la proportion d'investissement sur cette grande zone parisienne? Maximum 50%. Paris est très intéressant, et même la région parisienne est très intéressante. Le dernier investissement, pour vous donner, mais ça sort du cadre du FIP, on l'a fait à Saclay. Aujourd'hui, on regarde de très près ce qui se passe aussi au Bourget, pour vous donner quelques exemples. Et en même temps, la Bourgogne est un territoire d'investissement très intéressant pour du tourisme aussi, et il y a de l'affaire, on ne fait pas que du vin en Bourgogne. Et il y a la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est aussi très intéressante. Donc oui, on est très regardant sur cette territoire. Ok, on va passer à 1, 2, 3. Donc Maxime, oui, 1, 2, 3 Investment Managers. Donc là, on est de près ou de loin aussi encore dans l'hôtellerie, puisque bon, 1, 2, 3, mais c'est aussi les hôtels, les campings, les EHPAD et autres. Donc encore une autre approche, effectivement, un peu différente, mais aussi complémentaire d'Exandam. Donc Maxime. Alors tout d'abord, merci aux équipes d'AGEAS, Thierry et Joachim, effectivement, d'avoir intégré 1, 2, 3e dans la sélection de défiscalisation cette année. On le verra que c'est effectivement une gamme que l'on travaille depuis 17 ans, mais qu'il y a bien d'autres solutions permettant aux investisseurs privés d'intégrer le non-coté dans une allocation d'actifs. Et j'espère qu'on aura effectivement l'occasion de pouvoir parler de ces autres solutions. Simplement pour vous rappeler qu'un 2, 3e a été créé il y a plus de 20 ans à l'initiative de 3 associés entrepreneurs qui étaient intéressés par un métier, le capital investissement, qu'on appelle effectivement private equity, l'investissement au capital de TPE, PME non cotées. Ils ont fait un constat à l'époque et ont conclu qu'il s'agissait d'une classe d'actifs très riche, très prometteuse, mais qui était jusqu'alors très peu ouverte aux investisseurs privés. Ils ont donc décidé de lancer ce qu'on pourrait appeler, pour reprendre un terme à la mode aujourd'hui, l'une des premières fintech, avec un leitmotiv, ouvrir les portes du monde du capital investissement aux épargnants français. Donc un 2, 3e a la chance aujourd'hui de gérer pour le compte de 70 000 investisseurs privés un peu plus d'1,3 milliard d'euros, avec une approche et une spécificité qui font la marque 1, 2, 3e aujourd'hui, qui est de s'orienter sur le financement de thématiques d'investissement
qui présente, en tout cas c'est ce que l'on conclut, des capacités de résistance qui peuvent être plus importantes dans des contextes de fluctuations économiques que sur d'autres approches dans le private equity. Je m'explique. 1, 2, 3 est aujourd'hui très orienté, on l'évoquait un petit peu en introduction, sur le financement d'opérations de capital développement et de capital transmission, accompagner la croissance d'entreprises françaises, européennes demain de plus en plus, et accompagner la transmission de ces entreprises. Le savoir-faire dans notre 3e aujourd'hui repose sur le financement d'actifs tangible, puisque depuis 2010, 1, 2, 3e s'est spécialisé dans l'accompagnement de l'hôtellerie, on le rappelait, l'accompagnement et le financement d'hôteliers, de l'hôtellerie de plein air, pour ne pas dire les campings. 1, 2, 3e, c'est également spécialisé dans le financement de la dépendance santé, la reprise et l'accompagnement du financement d'EHPAD, d'officines de pharmacie et de parapharmacie. 1, 2, 3e a une expertise également forte sur le financement de l'éducation, puisque depuis quelques années, nous privilégions l'investissement dans le financement d'écoles privées d'enseignement supérieur, ainsi que de crèches privées. Et puis une thématique qui ne rentre plus désormais dans les fonds de défiscalisation, néanmoins sur laquelle le savoir-faire est également très important chez 1, 2, 3, le financement de l'immobilier axé sur la promotion et le marchand de biens. Si on fait un zoom, Maxime, sur justement le FIP 1, 2, 3 Horizon PME, donc comment il est constitué, comment il fonctionne, quels sont les objectifs? Voilà, donc dans la continuité de tout ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, 1, 2, 3e s'assoit et se repose sur des ingrédients qui ont formé une recette gagnante par le passé, depuis 2010, en proposant le FIP 1, 2, 3 Horizon PME 2018. Un FIP très traditionnel chez nous, j'aime souvent le présenter en 4-5 piliers majeurs. Le premier, c'est le bloc de la fiscalité, je crois que c'est important de le rappeler. C'est un FIP qui propose un taux maximum de réduction d'IR qui est de 18%. On reviendra peut-être sur le changement et la hausse de ce taux. Pour l'instant, nous sommes bel et bien toujours à 18%. C'est un véhicule qui propose à terme, sur la plus-value générée, une exonération d'impôt sur le revenu et qui, dans des conditions assez similaires que par le passé, peut être souscrit à hauteur de 24 000 euros pour un couple et 12 000 euros pour une personne seule. Tout à fait. Alors je coupe juste 2 secondes parce qu'une question, 18%, on a entendu parler de 25% aujourd'hui, tu l'évoques à l'instant. C'est qui, c'est quoi, ça va passer, ça va pas passer aujourd'hui? Et c'est quand? Exactement. Et c'est quand? Et est-ce que ça arrivera un jour aussi, surtout? Effectivement, on a un gouvernement et Bercy qui prône en faveur des entrepreneurs français, mais avec aujourd'hui un écosystème de dispositifs d'incitation à l'investissement au capital de PME qui reste encore à réformer et à proposer. Je crois que la loi Pacte, dont on attend beaucoup, et peut-être passé un petit peu au second plan, mais n'a été en tout cas pas dans les priorités des premiers mois du quinquennat du gouvernement. Aucun doute sur le fait qu'on aura des dispositifs qui permettront cette incitation. En tout état de cause, à l'heure actuelle, le taux à 25% est effectivement bloqué, et il n'y a pas eu de décret d'application. Et pour l'instant, un client qui souscrit à un FIP ou un FCPI, quel qu'il soit, aura un taux de réduction de 18%. Voilà. Et c'est là jusqu'à la fin de l'année? Et cela jusqu'à la fin de l'année. Après, chaque jour qui passe est un jour, je pense, qui nous éloigne du taux à 25%. Quand même il passait à 25%, eh bien, un client qui aurait souscrit à 18 pourrait passer à 25. Le règlement du FIP 1, 2, 3 Horizon PME 2018 le permet. Une structuration sur le FIP qui est une structuration plutôt de rendement. Hein. L'objectif est vraiment d'avoir une approche de rendement plutôt que de plus-value. Une structuration majoritairement composée d'obligations convertibles qui nous permettent d'avoir une meilleure liquidité à proposer à nos clients, une visibilité accrue et une meilleure protection en capital. Vous l'avez dit, c'est un FIP qui a une stratégie d'investissement qui est assez généraliste. 1, 2, 3e ne souhaite pas se couper de secteurs d'investissement dynamiques. Néanmoins, la colonne vertébrale sera donnée sur le financement de nos thématiques de prédilection, c'est-à-dire le tourisme, la santé et l'éducation. Et enfin, pour terminer, c'est un fonds à horizon de vie de 6 ans avec, dans le non-coté, une prorogation qui est très classique sur le FIP Horizon PME 2018 et avec l'objectif d'aller chercher une quinzaine de % de performance nette de nos frais de gestion et hors avantage fiscal, sur lequel d'ailleurs on s'est aligné, puisque 1, 2, 3e perçoit un intéressement à la performance au-delà de 15% et dès que ce 15% est déclenché. Voilà. Une petite question dans la lignée de ce qui était dit précédemment. Est-ce que Maxime, tu vas aussi bénéficier de cet élan du Grand Paris, au même titre que nos amis d'Externe AM, étant sur un segment peut-être un petit peu plus moyen de gamme, on va dire, et c'est pas péjoratif dans mon esprit, c'est sûrement tout aussi rentable de toute façon. C'est très vrai.
vrai, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez effectivement sélectionné le FIP Externe AM et le FIP 1, 2, 3 Horizon PME 2018 de chez 1, 2, 3e qui sont finalement assez complémentaires et non pas en frontal pour plusieurs raisons. La première, c'est que sur le FIP 1, 2, 3e, vous avez une diversification sur plusieurs thématiques d'investissement et donc une capacité à résister à des variations de cycle qui peuvent être peut-être un peu plus importantes. Et l'approche d'un 2, 3e sur le financement de l'hôtellerie n'est effectivement pas forcément de faire de l'hôtellerie parisienne à tout prix. Aujourd'hui, sur les 142 hôtels qu'on a en portefeuille, 10 concernent de l'hôtellerie parisienne. La valeur ajoutée d'un 3e, c'est surtout de proposer des actifs en région, murs et fonds, sur lesquels effectivement il y a une valeur ajoutée forte qui est à proposer aux clients. Alors merci Maxime. Merci à vous. On va tout de suite passer à Julien, donc Julien Quéry d'Inocap Bonjour. Gestion. Donc là, on est à nouveau sur un FCPI, un peu comme Next Stage, mais là on est sur une innovation de rupture, un développement d'innovation de technologie innovante. Exactement. Voilà, on est encore sur une autre approche. Donc, Bon, j'en Julien. profite également pour vous remercier. Alors c'est vrai que le périmètre d'Inocap Gestion a pas mal évolué quand même ces dernières années, depuis 5 ans maintenant. On a décalé un peu notre modèle aussi pour aller sur la gestion collective à travers une gamme de fonds qui s'appelle Quadrige. Mais on continue évidemment d'être très attentif à ce qui se fait sur l'amont, donc les sociétés qui sont alors non pas en création mais plutôt en phase de capital développement chez Inocap Gestion. Et donc on est ravis évidemment de faire partie de la sélection et de pouvoir proposer notre offre auprès de nos partenaires communs CGPI. Inocap Gestion, simplement pour présenter la société, on s'est créé fin 2007, donc avec nous un objectif assigné qui était quand même assez clair, c'était de se positionner majoritairement sur des sociétés cotées pour pouvoir répondre à un cahier des charges qui est de plus en plus important dans l'esprit de l'investisseur final, c'est d'être remboursé dans les délais. Et on considérait qu'en allant sur des sociétés cotées, on gagnait évidemment en liquidité, alors évidemment qui est relative sur certaines valeurs, charge à nous évidemment de trouver ces sociétés-là et de gérer cette liquidité et d'avoir un petit peu plus d'agilité en cours de vie sur les fonds et pouvoir proposer des sorties dans les délais avec éventuellement la prorogation. Et c'est à ce titre que je peux présenter un bilan aujourd'hui, parce que ça nous a longtemps fait défaut en se créant en 2007. On nous reprochait de ne pas avoir de fonds liquidés. Donc aujourd'hui, donc maintenant c'est fait. Voilà, on a 8 fonds qui ont été liquidés depuis la création, 3 qui vont arriver à liquidation, je parle de l'IR bien sûr, 3 qui vont arriver à liquidation d'ici la fin de l'année. Et sur les 8 fonds, nous en avons remboursé 6 en plus-value. Et un seul qui a été prorogé d'une année et remboursé en 2 fois. Voilà, donc sinon tous les autres fonds ont été remboursés en une fois. Ça, c'est une caractéristique forte et on essaie d'avoir un mix entre la performance et ce respect de ces délais qui est, à notre avis, un élément très important dans l'esprit de l'investisseur final, si on veut évidemment lui donner envie de revenir sur nos véhicules quand on lance de nouveaux produits sur les campagnes. Donc aujourd'hui, Inocap Gestion, c'est un petit peu plus de 600 millions d'actifs sous gestion, sur 3 lignes métiers qui sont évidemment la partie fiscale qui nous intéresse aujourd'hui, avec une spécialité sur les FCPI, mais j'y reviendrai dans un instant, la gestion collective et un département de gestion privée. Voilà. C'est 24 personnes, avec évidemment une grande partie des collaborateurs qui sont associés, donc un fort engagement et accompagnement de l'ensemble de l'équipe dans la durée. Donc ça, c'est très important pour nous et aussi moi qui suis le relais sur le terrain. Ça fait 11 ans maintenant que j'accompagne nos partenaires sur le terrain, donc je pense qu'ils commencent à nous connaître un petit peu et moi peut-être un peu plus que les autres personnes de l'équipe. Sur la partie innovation, alors nous on considère que l'innovation, on essaie de véhiculer un discours positif, évidemment on est tous autour de la table à essayer de véhiculer un discours positif pour l'investisseur final. Donc il y a des éléments moi, sur lesquels j'essaie de donner envie à l'investisseur, c'est de dire que la France, sur les derniers classements et études proposées par Thomson Reuters, c'est souvent classé dans les 3 premières places mondiales en termes d'innovation en France. Et puis j'aime aussi rappeler que un dirigeant quand même un peu emblématique en France, un entrepreneur emblématique, Xavier Niel, a créé la plus grande pépinière au monde à Paris intramuros. Donc ça veut dire quand même qu'intrinsèquement, il y a des sociétés de qualité dans l'innovation, que ça foisonne, qu'il y a un esprit qu'on retrouve après, nous, dans notre gestion collective. Et on aime bien effectivement intervenir sur la partie innovation, donc FCPI, bien sûr, considérant que c'est l'innovation qui apporte de la différenciation dans un monde qui est de plus en plus compliqué, où il y a des barrières à l'entrée qui sont très fortes. Et de surcroît, cette innovation, elle permet en plus de gagner des parts de marché, mais en plus souvent rentable. Donc voilà, donc ça c'est une vraie force et c'est une vraie caractéristique que l'on imprime dans notre gestion. Pour venir sur le produit en lui-même, le fonds QI 2018,
Donc c'est le 3e fonds de cette appellation. Ce fonds-là reprend les caractéristiques des fonds précédents, donc sur une durée courte de 6 ans, avec 1 année de prorogation. On voit bien que les marchés sont compliqués aujourd'hui, donc il faut avoir à l'esprit que cette année de prorogation, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est simplement pour se dire que dans un contexte qui peut devenir à un moment donné compliqué, c'est peut-être pas mal d'avoir une porte de sortie et de se donner la possibilité de proroger d'1 année pour sortir dans de meilleures conditions. C'est simplement en fait ce sujet-là, c'est juste une soupape de sécurité en fait qu'on souhaite avoir dans notre gestion. Voilà, le fonds sera investi sur différents secteurs d'activité qui vont de l'industrie à l'impression 3D, au drone, au prototypage virtuel, à la voiture intelligente, voilà, tout ce qui concerne vraiment cette rupture que tu évoquais. Alors c'est vrai qu'on parle effectivement d'innovation ou de sociétés jeunes ou autres. Aujourd'hui, on parle de capital investissement. Est-ce qu'il y a un risque de perte en capital finalement, ou comment ça fonctionne? Parce qu'on est quand même sur un actif risqué. Alors, on a 3 classes, innovation, donc transmission, développement. On constate que l'année dernière, les gros investissements se sont faits plutôt sur la partie capital transmission. On aurait pu penser que c'était le capital développement avec des sociétés plus matures. Or, on constate que les chiffres sont là, on est plus sur la transmission, un peu moins sur l'innovation. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de perte en capital? Comment ça fonctionne? C'est la question. Il y a évidemment un risque. Je pense qu'on a tous été concernés par malheureusement des cas de figure de décès, entre guillemets, dans nos portefeuilles. Et y compris sur l'innovation. Voilà, ce sont des marchés qui sont très compliqués, très concurrentiels. Et donc, oui, bien sûr, on a fait face à ça. De toute façon, il ne faut pas perdre de vue, malgré tout, que ces véhicules-là, quel que soit le sous-jacent que l'on propose, évidemment, il y a un risque de perte en capital qui est la contrepartie de l'avantage fiscal qui est donné par le législateur. Sinon, voilà. Donc, on voit très bien d'ailleurs que on réduit ces sujets de risque dès lors qu'on lève la contrainte fiscale et qu'on monte sur la classe d'actifs que vous évoquiez tous les deux, FPCI ou FCPR, où là, on a une latitude qui est beaucoup plus forte sur des sociétés qui sont plus matures et voilà, avec plus de visibilité. Alors, ça embarque du risque, évidemment, donc c'est aussi potentiellement générateur de profits et de bénéfices. Moi, ce qui m'étonne un peu dans la composition donc, de ce fonds, c'est la part de 70% de PME cotées. Oui. Ouais. Donc, un petit mot là-dessus. Simplement pour revenir sur ce qu'évoquait Maxime à l'instant, sur le 18 ou 25 éventuellement qu'on serait susceptible d'avoir, on rêve tous de l'avoir évidemment avant la fin de l'année, mais on va partir plus sûrement sur le 18%, mais voilà, on a un fonds réglementairement qui doit être investi, c'est pas propre à InnoCap Gestion, qui doit être investi à 70% en PME éligible, voilà, et qui donne droit à une réduction aujourd'hui de 18%. On ne voit pas la cohérence ou l'utilité de monter en charge sur ce quota de PME éligible si ce taux reste à 18%. La question se posera, et c'est pour ça qu'on l'a aussi stipulé dans nos plaquettes commerciales et les bulletins de souscription de cette année sur le fonds QI 2018, si le taux était amené à évoluer avant la fin de la campagne. Là, sur le 25%, on est sur un taux flottant. Et ce taux flottant a une incidence, évidemment, par rapport au quota de PME éligible. Un petit peu ce qu'on avait sur la loi TEPA. D'accord, donc ça, c'est une limite qui peut être amenée à être et donc là, ce sera variable et ajustable. Et donc, en l'occurrence, pour le fonds QI 2018, il serait amené à monter à 90% éligible. Donc, retraité des 25%, ce serait un fonds qui donnerait droit à une réduction de 22,5%. Ok, très bien. Merci, Julien. On va passer à la table ronde un peu plus exotique, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Ça plaira beaucoup aux Corses. donc FIP Corse et FIP Outre-mer. Voilà, exactement, Thierry. Alors, on nous a fait arriver avec l'hôtellerie, les nouvelles technologies, l'innovation, donc un peu disrupteur, on va dire, et les fintech. Là, côté un peu plus exotique, ils vont nous faire rêver, effectivement. On va parler plutôt des FIP Corse et FIP Outre-mer, avec donc nos 3 partenaires sélectionnés, donc ACG, Interinvest et Vatel. On va tout de suite donc donner la parole donc à Christine Bernardini d'ACG donc Management. Déjà dans un premier temps, ACG et le FIP Corse. Et on reviendra, parce qu'effectivement, côté ACG, cette année, on a 2 solutions, puisqu'on aura un FIP Corse et on reviendra ensuite sur un nouveau Zoom, mais cette fois-ci sur le FIP Outre-mer. Christine. Merci. Tout d'abord, voilà, merci de nous avoir sélectionnés une fois de plus dans votre offre, et doublement merci donc, puisque nous avons la chance d'avoir notre offre FIP Corse et FIP Outre-mer. Donc quelques mots sur ACG Management. Donc ACG Management, une société de gestion spécialisée donc, dans le financement des PME françaises non cotées.
Donc la société est une société indépendante qui existe depuis 2000. Donc depuis l'origine, c'est à peu près 900 millions gérés, 365 entreprises accompagnées sous forme de véhicules professionnels et non professionnels. Donc sur la partie justement non professionnelle réservée aux particuliers, donc nous avons une large gamme de FIP, FCPI, FCPR. Donc aujourd'hui, évidemment, nous sommes présents à vos côtés pour parler de notre gamme FIP permettant une réduction d'IR de 38%. Donc FIP Corse, FIP Outre-mer. Donc pour la partie FIP Corse, donc ACG Management, je le précise, donc comme l'a évoqué tout à l'heure Joachim, donc la législation a permis donc la mise en place des FIP Corse en 2007, et donc ACG Management a été donc le pionnier sur la zone en proposant dès 2007 le premier FIP Corse. Donc nous avons travaillé donc depuis tous les ans sur un nouveau millésime. Donc on a la chance d'accompagner 65 entreprises en Corse avec 200 millions de fonds levés. Ça représente à peu près un peu plus de 120 millions de participation. Donc aujourd'hui un petit peu moins, puisque parmi ces participations, évidemment, les premiers FIP Corse ont été remboursés, donc le 2007, 2008, 2009 et cette année, donc le 2010. Donc on a la chance d'avoir justement travaillé sur des sociétés très, je dirais, efficaces et performantes pour pouvoir en fait rembourser à date donc les 4 premiers FIP de la zone Corse. Donc aujourd'hui, on est donc présent pour lancer le 11e FIP. C'est le Corse Neoveris, FIP Corse Neoveris 2018. Donc sur, évidemment, on l'espère, encore un taux de réduction à 38. Donc, c'est justement, Christine, une question qu'on nous soulève. FIP Corse, et c'est peut-être aussi une question collégiale, hein, également pour Vatel sur la partie Corse. Aujourd'hui, l'article 74.2 de la loi de finances, c'est 38, c'est 35, c'est un problème ? Alors, ça peut être un problème dans la lisibilité pour l'investisseur final, parce qu'aujourd'hui, évidemment, l'AMF nous a demandé, pour vraiment respecter cette lisibilité, d'afficher sur nos documents le potentiel de réduction, qui peut être de 38, si on reste dans les conditions donc de je dirais, avant décret, c'est-à-dire qu'en fait, le 38% s'applique sur la souscription totale. Si le décret passe, nous sommes obligés d'adapter en fait le taux d'investissement, le quota d'investissement du fonds, et aller en fait jusqu'à potentiellement 100% pour que l'investisseur puisse bénéficier de 38%. Aujourd'hui, nous, on a pris la décision éventuellement, si le décret rentre en application, d'aller jusqu'à 92,1%, c'est précis, pour avoir une réduction de 35% pour l'investisseur final. Merci. Alors plus précisément sur le FIP Neoveris Corse, en l'occurrence, les investissements, comment ça fonctionne, le sourcing en Corse. Le sourcing, évidemment, c'est très important. Ce qui est vraiment important, voilà, c'est au départ la sélection. Donc on a la chance, justement, ACG, pourquoi ACG travaille FIP Corse ? Parce qu'en fait, on a des équipes sur place, donc depuis historiquement, donc depuis 2010. Avec 2 personnes sur place. En tout, on a 18 personnes dans l'équipe de gestion. Donc la sélection est très importante. Ce qui est important aussi, et il faut vraiment le préciser, c'est que les chefs d'entreprise ont forcément des besoins en termes de financement. Vous l'avez dit, c'est la deuxième source, le capital investissement, la deuxième source de financement des PME. Mais c'est aussi un besoin d'accompagnement tout au long de la participation. Et ça, c'est très important pour avoir des résultats au final. C'est une participation, ça me permet de préciser aussi la durée de vie des fonds. C'est une participation qui est, en tout cas, le fonds est ouvert pour 8 ans. Donc, c'est une participation que l'on prend en moyenne. Un fonds est investi sur 24 mois.
On a 44 mois pour pouvoir justement finaliser les investissements sur un FIP. Nous, on a la chance de pouvoir le faire en 24 mois, ce qui nous permet justement de travailler ces participations et de pouvoir, jusqu'à présent, en tout cas, liquider les produits avant le terme sur une durée à peu près de 7 ans et demi. Merci Christine. On va tout de suite effectivement voir une autre approche donc, de la Corse avec Vatel Capital et François Gerbet donc, pour effectivement donc, nous parler de Calisté Capital numéro 11 et plus particulièrement de Vatel également. Merci Joachim, merci Thierry de nous accueillir aujourd'hui. Vatel Capital est une société de gestion indépendante détenue par ses associés. Nous l'avons créée en 2008. Aujourd'hui, nous sommes 15 personnes. 5 personnes à la gestion, le reste en middle office et en back office. Nous avons une stratégie d'investissement qui est la même depuis l'origine, que ce soit sur nos FCPI ou sur nos FIP, FIP Corse en l'occurrence. Comme son nom l'indique, le FIP Calisté Capital numéro 11 est le 11e FIP Corse que nous gérons. Au total, juste pour résumer les grands chiffres, on gère un peu plus de 350 millions d'euros. Historiquement, nous avons 11 FIP Corse, une dizaine de FCPI, dont 4 liquidés en plus-value. Nous liquidons nos 2 premiers FIP Corse cette année. La principale caractéristique de notre philosophie d'investissement sur l'île de Beauté, c'est de viser plutôt les entreprises familiales dans des secteurs assez traditionnels. Ça veut dire concrètement qui reflète le PIB marchand de la Corse. Ça veut dire principalement du tourisme, du service aux entreprises, je dirais aussi de l'agroalimentaire, c'est clair. Cette stratégie de gestion, elle est axée vers la génération de rendement. Rendement au travers d'obligations convertibles et au travers des actions également. Ça fait maintenant 11 ans qu'on fait ça et 17 ans qu'on travaille ensemble avec mes associés. Et on va continuer sur ça. Donc, François, une question, mais qui serait aussi valable pour Christine. Donc, la Corse, on connaît la Corse, l'île de Beauté. On voit qu'effectivement, ces dernières années, on a énormément de levées de fonds et d'investissements. Est-ce qu'on n'a pas une bulle? Est-ce qu'on peut encore investir en Corse? Est-ce qu'il y a encore un marché ou est-ce qu'il n'y a pas une saturation? Voilà, aujourd'hui, Calisté Capital numéro 11, c'est le 11e du nom, plus ou moins IBM côté ACG. Donc la Corse, concrètement encore le marché aujourd'hui? D'habitude, les bulles, c'est les banques centrales qui les gonflent, il ne faut pas l'oublier. Là, il n'y a pas de banque centrale, ce sont des acteurs privés. Oui, je suis assez tranché sur la question. C'est ça qu'on nous la pose et qu'on vous la pose. Exactement. S'il devait y avoir une bulle de valorisation, ça se verrait dans les valeurs liquidatives. Pour l'instant, ça ne se voit pas, je dirais. Deuxièmement, sur la concurrence qu'il peut y avoir pour les entreprises et pour investir, je crois qu'on est d'accord pour dire qu'on ne se croise pas beaucoup. Donc, de notre point de vue, rien de nouveau sous le soleil de Corse. Merci donc François. Passons maintenant au FIP donc Outre-mer. On va redonner la parole donc à Christine avant de passer ensuite la parole à Benjamin. Donc, qui revient avec nous cette fois-ci, mais pour le FIP Outre-mer, donc Océanis 2017. Donc, le FIP Outre-mer Océanis 2017, donc, comme son nom l'indique, a été créé l'an dernier. Donc, ça me permet d'expliquer qu'on peut gagner justement 1 an sur la durée de vie de fonds pour l'investisseur qui va aujourd'hui investir donc, pour la campagne 2018. Donc le Océanis, c'est pas un hasard. C'est pas parce que justement on a eu l'année dernière l'opportunité d'offrir en fait des FIP outre-mer aux métropolitains, d'offrir cette opportunité d'investissement, c'est parce que ACG a à peu près le même historique sur la zone que sur la zone Corse. Donc ACG est pionnier en Outre-mer sur les investissements au travers de FCPR au départ en 2001. Ensuite, on a beaucoup travaillé sur des fonds professionnels avec des institutionnels sur place. Donc on a lancé quand même
un FIP en 2005, un FIP en 2011, réservé aux ultramarins. Donc, on a souhaité justement profiter de l'opportunité pour étoffer la gamme, donc l'année dernière, et faire profiter en fait les investisseurs de notre savoir-faire sur la zone, puisque on est également présent, comme j'ai précisé pour la Corse. Même chose, donc on est présent à La Réunion. On travaille vraiment en proche collaboration. C'est vraiment la même, enfin, on duplique un petit peu la même chose que sur la Corse. On travaille vraiment en collaboration avec le tissu économique, les chefs d'entreprise. C'est très important d'avoir une présence locale. Enfin, c'est ce qu'on pense, nous. Vous avez une présence locale d'ACG oui, Outre-mer. À La Quand on dit Réunion. Outre-mer, c'est où concrètement? À l'Outre-mer, pardon, à La Réunion. Donc nous, on a beaucoup travaillé la zone, puisque c'est vrai que le potentiel, quand même, il ne faut pas se le cacher, est essentiellement sur la partie Réunion. Aujourd'hui, pour les investissements qui sont prévus dans le FIP Océanis 2017, c'est 50% de participation qui seront réalisées à La Réunion. Donc aujourd'hui, nous, on a de belles perspectives sur des dossiers importants, en tout cas sur l'Outre-mer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu moins d'historique par rapport au FIP, parce que le FIP Corse, maintenant, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, ça peut rentrer dans les mœurs. Ça fait 10 ans, c'est récurrent. Donc, les investisseurs sont habitués. L'Outre-mer, peut-être sous la forme de FIP, un peu moins. Mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est reproduire la même histoire qu'en Corse. Donc, c'est d'avoir aujourd'hui participé au financement des sociétés et avoir de belles performances à la fin. Est-ce que le fait d'ouvrir les FIP Outre-mer à d'autres personnes que les ultramarins, c'est-à-dire maintenant les métros, est-ce que ça a donné donc un engouement extrêmement fort et visible aujourd'hui dans les chiffres? Est-ce qu'il y a eu une envolée de ces souscriptions? Non, on est un peu loin quand même des souscriptions que l'on voit sur la Corse. Donc je pense qu'il y a encore un travail à faire pour faire connaître la zone, faire connaître les perspectives. Nous, on est plutôt confiants parce qu'on voit que le taux de pérennité des entreprises à 5 ans a augmenté, la démographie. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire. Il faut quand même le rappeler, en Corse, il y a 10 ans, les premiers FIP, je pense qu'on les regardait de moins près qu'aujourd'hui. Et pourtant, voilà, les résultats sont là, donc on est très satisfait. Et on a envie de faire la même chose en Outre-mer. Les besoins de financement existent, les développements, les entreprises. Il y a une vraie dynamique sur la zone, puisque nos gérants nous en parlent régulièrement. Donc on a vraiment envie que les investisseurs nous fassent confiance sur maintenant l'Outre-mer. Et je rappelle aussi que l'opportunité, elle est également pour l'investisseur qui peut cumuler les deux FIP, Corse et Outre-mer, pour la réduction d'hier à 38%. Voilà une belle astuce commerciale, en effet. On va rester dans la zone Outre-mer avec Interinvest. Et donc Benjamin Prodhomme d'Interinvest et le FIP Outre-mer Interinvest numéro 1. Pour cette année, en tout cas, c'est la première année qu'on vous sélectionne et on en est très heureux. Donc Benjamin, quelques mots sur Interinvest et le FIP. Écoutez, déjà bonjour à tous, merci aux équipes d'AGEAS de nous avoir sélectionnés cette année. Pour ceux qui nous connaîtraient peu, puisque effectivement c'est la première année qu'on fait partie de votre offre, Interinvest, on est une société de gestion qui est justement donc spécialisée sur l'outre-mer depuis 1991, donc ça fait près de 30 ans qu'on travaille ces territoires. Pour vous donner quelques chiffres, on a financé plus de 19 000 entreprises sur ces territoires et à l'heure actuelle, on a 1,6 milliard d'actifs financés sous gestion. Après, si vous voulez, ce qui est important sur ces territoires, qui sont effectivement lointains, c'est d'avoir une présence locale. Nous, au total, on a 9 implantations locales, donc on est présent partout sur l'outre-mer. Les seuls territoires où on n'est pas, c'est Wallis et Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on est évidemment à La Réunion, mais on est aussi en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie, entre autres. Donc au total, on est une centaine de collaborateurs, on est une quarantaine au siège à Paris, et on a au total une soixantaine de collaborateurs répartis un peu partout sur les territoires d'outre-mer. Et ce qui est important, c'est que nos salariés sur place sont principalement des gens qui sont nés là-bas, qui ont grandi là-bas et qui sont issus des tissus économiques locaux.
Concernant le capital investissement, nous, on a lancé cette activité en 2015. Donc, on a une offre qui est assez diversifiée sur le capital investissement. On a effectivement du FIP Outre-mer, mais ce n'est pas notre coup d'essai sur l'Outre-mer, parce qu'auparavant, on faisait déjà des FIP DOM depuis 2015. Donc, je rebondis un peu sur ce qui a été dit, parce que ce n'est pas la première année où le capital investissement est ouvert aux métropolitains sur l'outre-mer. Auparavant, il y avait déjà des FIP DOM donc, qui étaient à 50% ISF, 18% IR. Justement, on a été à l'origine de la création du FIP Outre-mer. Ce que je vais dire un petit peu, entre guillemets, on estimait qu'il y avait une petite injustice avec nos amis corses. Je ne suis pas là faire évidemment des ennemis, mais ils étaient à 38%, nous on était à 18% à l'IR. Donc on a réussi à ouvrir le FIP Outre-mer à 38% depuis l'année dernière. Donc c'est une collecte qui a très bien marché, parce que sur le FIP Interinvest Outre-mer numéro 1, l'année dernière on a levé plus de 12 millions d'euros. Évidemment, sur ce FIP Outre-mer, vous avez une incitation fiscale qui est extrêmement forte, parce qu'on est à 38% donc de réduction d'impôts. On investit sur des PME qui sont rentables, et au-delà de la diversification géographique que nous, on peut proposer via notre réseau local, on a aussi une diversification sectorielle qui est extrêmement forte, puisqu'on va investir dans l'hôtellerie, dans l'industrie, dans les services, dans les énergies renouvelables. C'est un fonds, un FIP Interinvest, donc Outre-mer numéro 1, qui va être investi 50% en obligations convertibles et 50% en actions. Donc on s'engage à l'investir à 100%. C'est un fonds qui est avec un minimum de souscription à 1 000 €. Donc, qui est très accessible et qui a une durée de vie minimum de 5 ans et qui est prorogeable 3 fois 1 an. Après, pour ceux qui travaillent déjà avec nous, on offre un niveau de service, notamment en termes de signature électronique, qu'on propose déjà pour l'ensemble de nos produits aujourd'hui. Et on va continuer donc avec le FIP Outre-mer, avec la proposition, évidemment, à nos partenaires de faire les souscriptions en électronique. La liaison est intéressante parce que ça nous permet de dire qu'au sein d'AGEAS, les partenaires qui nous font confiance donc, vont trouver des systèmes harmonieux en matière de souscription, parce que nous aussi, on a uniformisé l'accès à la souscription électronique. Merci beaucoup de ces approches. On va maintenant passer à la partie questions. Moi, je vais peut-être un petit peu lancer le débat. Tiens, je vais m'adresser à Jean-David. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Est-ce que le fait qu'il y ait eu l'abandon des mesures ISF, est-ce qu'il y a eu des reports, j'allais dire, d'intérêt sur l'IR, et est-ce qu'on peut coter ou avoir quelques estimations sur les volumes? On a besoin de vous. On a besoin de vous parce que on fait ça depuis 2002. Et c'est vrai que quand il y a eu la loi TEPA en 2008, on avait vu une cannibalisation de l'IR par l'ISF. Et nous, ce qu'on espère, c'est qu'il va y avoir une cannibalisation de l'IR sur rien, parce qu'en fait, il n'y a plus d'ISF ou d'IFI. Donc, on a vraiment besoin de vous. Je pense que c'est une classe d'actifs passionnante. Hein. On aide des entrepreneurs à développer des entreprises, à réaliser leurs rêves, à créer des emplois. Hein. Juste pour information, entre 2013 et 2017, notre portefeuille de FCPI a créé 2000 emplois. Donc, on n'a plus la loi TEPA. Et la loi TEPA a quand même pas mal aidé. Hein, et on a vu qu'il y a eu beaucoup de vocations qui sont créées grâce à la loi TEPA. Nous, on est vraiment, on a toujours collecté un peu plus en IR qu'en ISF, hein, 60% en IR, 40% en ISF. Et on est vraiment convaincus que même si la réduction d'impôts est plus faible, il y a un intérêt et on peut générer des performances tout en créant des emplois. Donc c'est vraiment une belle classe d'actifs. Donc on a besoin de vous. En effet, on reste persuadé, nous aussi, que la classe d'actifs en tant que telle, nonobstant l'effet de levier fiscal, a vraiment un intérêt. Tu parlais de création d'emplois, je me tourne vers François. En Corse, on peut estimer que l'accroissement, l'afflux de capitaux nouveaux via les FIP Corse, ça a contribué à créer combien d'emplois ou d'entreprises même? Une chose est sûre, qu'effectivement, quand on arrive sur un nouveau dossier assez ambitieux, la plupart du temps, c'est pas par manque de moyens qu'il n'a pas été financé, qu'il n'a pas vu le jour. C'est tout simplement parce que, passé une certaine taille, il n'existait aucune façon de faire monter le projet. Donc nous, on met à jour des statistiques d'impact sur l'ensemble de notre portefeuille, grosso modo tous les 3 ans. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était il y a 1 an et demi. On a estimé qu'il y avait à peu près 600 emplois qui étaient concernés dans notre portefeuille.
Et juste pour une petite remarque, quand on parle de la croissance française, généralement on se lamente en expliquant qu'on est très faible, même dans la zone euro. Que ce soit dans nos FCPI ou que ce soit dans nos FIP Corse, le taux de croissance moyen des entreprises, c'est plus de 10% et parfois 15-20 sur certaines. Donc oui, quand on parle d'économie réelle, c'est concret ça. Alors, si on reste dans le concret, tiens, je vais me tourner vers Julien. Les questions qu'on a très souvent aujourd'hui, qu'on se pose, que nous posent nos partenaires, et j'imagine les vôtres aussi, puisqu'il y a souvent concordance. Est-ce qu'on est dans une année blanche fiscale? Est-ce qu'on est dans une année grise? Est-ce que ça va pas être une année noire? Alors, noire, non. Blanche, oui. En revanche, ce qui est certain, c'est que si les gens pensent qu'il n'y a rien à faire cette année sous prétexte que c'est une année blanche, ils se trompent. Voilà, sur les revenus réguliers. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 secondes justement le mécanisme qui va être mis en place? Il y a les revenus courants et puis il y a l'exceptionnel. Et donc sur la base des revenus courants, il va y avoir une imposition. Donc en fait, les gens, s'ils souhaitent réduire leur pression fiscale, vont devoir se positionner sur les offres qui ont été présentées depuis le début de cette présentation. Voilà, donc ça c'est une certitude. Donc il va falloir le faire. On envisageait éventuellement qu'il y ait un remboursement de l'État qui serait opéré en début d'année. Nous ne sommes pas concernés sur la partie investissement PME. Voilà, donc il faudra que ce soit du déclaratif à partir de mai et donc le remboursement s'opérera par l'État à compter de septembre. Voilà, donc il y a réellement un effort à faire, entre guillemets, pour les gens qui veulent réduire leur pression fiscale avant cette fin d'année 2018. Mais est-ce qu'il faut comprendre, là, une question, est-ce qu'il faut comprendre que ça vient gommer les revenus exceptionnels de 2018, l'investissement en FIP et en FCPI cette année? Alors, non. Pour moi, non. Mais peut-être la lecture est différente après, chez mes confrères. Hein, pour moi, non. Hein, mais après, voilà, je ne suis pas expert, mais en tout cas, ce n'est pas notre lecture. Voilà. François, tu as un élément ou un avis à donner là-dessus, donc Extendam? Notre avis, on le partage tous, hein, c'est-à-dire on suit ce que nos associations professionnelles aussi nous disent. Elles nous disent quoi? Elles nous disent déclaratif en mai, remboursement en septembre sur les revenus issus du travail. D'un point de vue pratico-pratique, ça va être plus compliqué ou pas plus compliqué que d'habitude? Ce ne sera pas plus compliqué que d'habitude. Concrètement, ça sera une procédure qui sera simple. Je crois que aussi toutes les personnes qui sont assujetties à payer de l'impôt sur le revenu seront accompagnées aussi par l'État. Ils seront accompagnés par les sociétés de gestion dès que des informations seront transmises par les services fiscaux. Donc il ne faut surtout pas baisser la garde et continuer à investir sur les instruments qui génèrent donc cette réduction d'impôt. Oui. Et en revanche, on partage parfaitement l'avis qui a été donné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on finance l'économie réelle. Bien sûr, il y a l'avantage fiscal à l'entrée, mais avant tout, regardons le sous-jacent, regardons les actifs tangibles et regardons la création de valeur qui est faite à travers les équipes de gestion quand on investit dans des sociétés. Oui, François, vous voulez compléter? Pour compléter sur le côté année pas noire, c'est que, en tout cas pour nous potentiellement, c'est que cette année ça va être assez difficile pour les PERP. L'intérêt a été, on va dire, massacré, divisé par 2. Et donc ça veut dire que pour les gens qui faisaient du PERP et qui n'en font plus à cause de ça, il y a probablement une opportunité de réduire, enfin d'avoir un avantage fiscal qu'ils n'utilisaient pas avant avec les dispositifs qu'on a vus aujourd'hui. Alors nous, on est tiraillés avec ça, parce qu'on fait aussi du PERP. Donc, mais ce qui est bien, c'est qu'on fait tout et qu'on saisit justement les opportunités selon les différentes catégories. Et bien nous en a pris de créer cette plateforme AGEAS Patrimoine qui nous permet d'être présents sur tous les secteurs et sur toutes les activités. D'autres questions ? Oui, une question effectivement. Investir en FIP, investir en FCPI, investir sur les deux, c'est cumulable. Je crois qu'on a cru comprendre ça tout à l'heure avec Christine. Un point, une précision peut-être, Maxime? Oui, effectivement, il est toujours offert la possibilité de cumuler un FIP et un FCPI. 2 x 24, 2 x 12, avec une caractéristique, bien évidemment, qui est de s'intégrer dans le plafonnement des niches fiscales, qui est encore cette année limité à 10 000 euros de réduction et qui prend en compte effectivement les investissements FIP, FCPI, au même titre que les investissements immobiliers de défiscalisation, que l'emploi d'un salarié à domicile, etc. etc. Voilà.
Donc oui, il est possible de cumuler. Merci Maxime. Dans la cave, on n'a pas que du vin rouge. Donc il faut du vin blanc, du vin rouge, différents vignerons et différents millésimes. Et je crois que les crises ont montré que c'était important de diversifier et d'avoir vraiment une allocation d'actifs qui soit diversifiée pour les clients parce que ça évite les problèmes. Merci Jean-David. On va passer à la conclusion. Donc, on a un slide qui reprend un petit peu les arguments commerciaux. Alors, c'est peut-être un peu bateau, mais néanmoins, je pense que c'est important de rappeler les quelques grands items. Joachim, je t'en prie. Oui, tout à fait. Donc, on a bien vu aujourd'hui qu'il y a une diversification, que les actifs en capitalisation sont décorrélés des actifs traditionnels. Ça, c'est un fait. Ça accompagne réellement la croissance des PME. On l'a vu à différents stades de leur croissance, maturité. Ça permet de créer des emplois. On l'a vu tout à l'heure. Ça permet de développer l'économie en Corse, en Outre-mer. Donc, il y a vraiment un vrai sens à investir dans l'économie réelle. Toutes ces solutions justement participent et contribuent justement à ce développement de l'économie, en l'occurrence, et avec tous ces partenaires autour de nous. Et c'est peut-être l'occasion, effectivement, puisqu'on arrive au terme de notre webinar, donc de vous donner effectivement la parole chacun pour un mot, une conclusion et un mot de la fin. On commence par les dames. Christine. Merci. Donc tout ça pour effectivement expliquer que nous, on propose forcément une solution à des investisseurs en premier lieu par le biais de la défiscalisation. Et pour un peu rejoindre tout ce qu'on a expliqué, je pense qu'aujourd'hui, le capital investissement est nécessaire. Moi, je suis plutôt sensibilisée sur la zone Corse et aussi sur l'outre-mer. Et donc, je vois en fait les résultats. Il y a des réels besoins aujourd'hui et c'est pour ça qu'on compte sur les investisseurs. Nous, on est là pour sélectionner au mieux les dossiers, pour les accompagner. Et c'est pour ça qu'il faut en fait faire confiance aux sociétés de gestion pour justement en fait travailler sur le capital investissement qui aujourd'hui est très important à notre sens. Merci Christine. Benjamin. Moi, je tenais à dire que l'outre-mer, c'est un territoire qui est extrêmement riche, dans lequel il existe des opportunités d'investissement qui sont très fortes. Le PIB de l'outre-mer, c'est 55 milliards d'euros, il ne faut pas l'oublier. Quand on compare à d'autres régions françaises, c'est beaucoup plus large. Et c'est un tissu économique qu'on connaît parfaitement, parce que comme je vous l'ai précisé, donc on est présent sur place depuis 30 ans, et que ça fait 30 ans qu'on est spécialiste de l'investissement outre-mer. Donc nous, on est extrêmement confiants sur ce fonds qu'on va développer dans les années à venir et avec plaisir avec AGEAS. Merci Benjamin. Un mot de conclusion également, François, s'il te plaît, pour Vatel. Allez, 2. Mais si c'est rapide, ça va. Vivement demain. Non, je suis content qu'on puisse continuer à développer et à dérouler notre stratégie. On essaie d'utiliser la raison dans tous nos investissements, mais je pense que de temps en temps, il faut aussi laisser parler le cœur. Et en l'occurrence, on est nous-mêmes, bien que non corse, tombés amoureux de la Corse depuis le temps qu'on y intervient. La raison et la passion. Jean-David, l'homme raisonnable. Moi, je dirais, on est au début. Il y a 5 000 milliards d'épargne dans les livrets A, les contrats d'assurance vie des Français. La France, elle ne crée plus d'emplois. Elle a besoin de vous. Elle a besoin qu'une partie de cette épargne aille s'investir via les FCPI, les FIP, mais aussi via l'assurance vie, l'épargne retraite dans cette classe d'actifs. Et donc, on est vraiment au début d'une grande vague et on a vraiment besoin des conseillers qui, en plus, sont sur une classe d'actifs qui est difficile, donc ils peuvent apporter une vraie valeur dans leur sélection. Et c'est pour ça que je remercie toute l'équipe d'AGEAS, même celle qui est derrière les caméras, de nous avoir conviés à cette superbe réunion. Merci. Jean-David. François, un mot de synthèse et de conclusion. 2 points, 30 secondes. Premièrement, on est convaincu, puisque les chiffres nous donnent cette raison-là d'y croire, c'est que les FIP et les produits fiscaux sont un formidable pied d'entrée dans le capital investissement. Et on les retrouve après sur différents véhicules. Donc oui, faites rentrer vos clients dans le capital investissement, faites-leur financer l'économie réelle, montrez-leur les performances qu'on sait aller chercher avec des bonnes équipes de gestion. Et après, vous aurez, en fonction de leur profil, de leurs besoins, d'autres véhicules à leur proposer dans la gamme Extend AM. Et par exemple, dans le FIP Objectif France, qui a 2 vertus, n'oublions pas. Déjà, premièrement, c'est dans l'hôtellerie d'affaires et de tourisme en France. Et on est dans un secteur qui est horrifique, dans les actifs tangibles,
et aux performances appréhendables. Merci. Merci François. Maxime, merci. Une phrase de conclusion, simplement effectivement pour reprendre un petit peu ce qui a été dit, c'est qu'on connaît très souvent les marchés cotés, le marché immobilier comme classe d'actifs de diversification et de placements patrimoniaux. Il existe aussi les entreprises non cotées, et là je parle au nom de toute la profession. On est tous persuadés que les PME sont une source d'investissement pour les clients de nos partenaires. Donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter, on est bien évidemment là pour ça. Merci à vous tous. Julien, un mot également pour conclure. Alors j'ai parlé d'innovation, simplement pour dire que l'innovation pour l'innovation n'amène rien, si ce n'est détruire de la valeur plutôt. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment l'innovation qui amène de l'intelligence dans un monde existant. Voilà. Donc l'idée, c'est toujours de s'améliorer. Et je trouve que c'est formidable de pouvoir accompagner ces sociétés-là, parce que l'étape d'après, c'est celle que l'on fait sur la gestion collective. Et quand on voit que dans nos portefeuilles qui sont investis sur des valeurs françaises, qui sont là, des boîtes cotées qui sont déjà plus établies, on a entre 6 et 7 investissements sur 10 qui sont des leaders mondiaux. Je trouve que on a besoin de cette première étape que nous tous finançons pour qu'on soit une très belle vitrine à l'international. Voilà, parce que la France, c'est quand même aussi ça. Écoutez, merci à tous de ces mots de conclusion que je trouve très encourageants et qui sont une vraie bouffée d'oxygène. Donc c'est très enthousiasmant. Donc vraiment merci de cet élan et de ce dynamisme que vous nous avez donné et cette envie d'aller effectivement vers cette classe d'actifs. Merci Joachim et son équipe pour avoir organisé tout ça de main de maître. Et on vous donne rendez-vous donc premièrement par les replays et puis deuxièmement sur des prochains webinaires. Donc merci à tous et bonne journée à tous. Merci également et bonne journée.